Alors, merci beaucoup Richard, et puis merci à nos deux discutants de se prêter à ce jeu. Donc en effet, moi je vais vous parler de la situation que je connais le mieux, qui est celle de l'Ouganda, et un peu dans la continuité, je pense, de ce que vous avez présenté Sandrine Perrault ce matin dans la première table ronde consacrée à des espaces disons, plus autoritaires que ceux qu'on a évoqués tout à l'heure, notamment avec Mamadou Diouf, d'un mouvement qui s'appelle le mouvement Walk to Work, donc marcher pour aller au travail. Mais la question que je voulais poser notamment à nos deux discutants et puis à la salle est une question plus générale à partir de cet exemple-là, qui est de qu'est-ce qu'on fait d'une base violente. Quand on est activiste, quand on est militant dans ce type de mouvement qui se revendique comme étant citoyen et qui se positionne sur une base de moralisation de la vie politique, comme nous l'a expliqué le professeur Diouf tout à l'heure, qu'est-ce que l'on fait de formes d'action, de modes d'action violents qui peuvent avoir lieu dans le cadre de moments protestataires, de manifestations qui sont organisées. C'est à la fois une question bien sûr stratégique, mais aussi une question qui amène à réfléchir de manière beaucoup plus vaste à ce qu'est un mode d'action légitime, ce qu'est une forme de violence légitime éventuellement, et ce qui fait sens pour les gens, pour les protestataires de la base, je dirais, en termes de forme de mobilisation. Alors, Walk to Work, Sandrine vous a peut-être déjà expliqué tout à l'heure ce en quoi ça consistait. Elle n'a pas eu le temps. Du coup, je vais m'inscrire dans cette continuité. C'est un mouvement qui est apparu en réaction en partie à des élections présidentielles et générales en Ouganda qui ont eu lieu en février 2011, qui se sont déroulées dans un contexte extrêmement controversé, mais qui, au départ, se présentaient comme un mouvement de la société civile, bien qu'il soit largement animé et créé par des dirigeants de différents partis politiques d'opposition, et qui se présentait comme étant un mouvement contre la vie chère, comme on en a vu en Afrique de l'Ouest, et dont la forme d'action principale reposait sur l'idée qu'il fallait encourager les gens à marcher pour aller au travail, ce qui avait deux avantages, un symbolique qui consistait à dire voilà, puisque le prix de l'essence notamment a atteint des niveaux mirobolants, nous n'avons plus les moyens de prendre les transports en commun ou de prendre notre voiture pour aller au travail, donc nous sommes obligés de marcher pour aller au travail. Et puis l'idée pour les dirigeants de ce mouvement-là, c'était du coup de créer de vastes processions le long des routes et des rues des différents centres urbains de l'Ouganda, ce qui permettait d'avoir une forme d'occupation de l'espace urbain, de l'espace public, tout en contournant une législation extrêmement répressive en termes de rassemblement collectif en Ouganda, puisque l'idée c'était de dire on ne fait pas une manif, on marche pour aller au travail. Alors certes, on est des centaines, des milliers à marcher pour aller au travail et on bloque la rue, mais c'est pas une manif, donc on n'a pas à déclarer à l'avance à la police qu'on va faire une manifestation et on n'a pas à être réprimé parce que nous marchons pour aller au travail. Donc c'était... Ce qui est intéressant avec ce mouvement-là, c'est qu'il se présente, il se met en place ouvertement contre ce que moi j'ai appelé dans mes analyses un peu le jumeau maléfique ou le mauvais jumeau, le evil twin en anglais, que sont les grandes émeutes qui ont touché la partie sud de l'Ouganda en 2009, donc 2 ans avant. L'idée pour ces militants, c'est de montrer une forme de politique de la rue qui soit civilisée, qui soit morale et qui s'oppose à ces émeutes-là. Et ce qui m'intéressait, c'est qu'il y avait vraiment de leur part une volonté de démontrer ce caractère pacifique, ce caractère civilisé, avec toute une mobilisation aussi de référence au mouvement des droits civiques américains, etc. Enfin, de revendiquer ce caractère non violent et ce caractère non tribal, par opposition, là encore, aux émeutes de 2009, qui sont souvent appelées les émeutes du Bouganda et dont, en effet, un des éléments déclencheurs, ça avait été l'arrestation d'un dignitaire du royaume du Bouganda, qui est une des entités politiques très importantes au sein de la République de l'Ouganda. Donc un mouvement qui était très fortement en demande de reconnaissance de son honorabilité, parce que c'était un mouvement pacifique, et aussi parce que c'était un mouvement de gens qui travaillent, contrairement aux émeutes de 2009, qui étaient d'abord une grève, dont l'idée c'était de bloquer la circulation, de forcer les gens à faire grève, y compris par la violence, et je vais y revenir, et de montrer à travers cette grève la solidarité avec les dignitaires du Bouganda, et notamment le Kabaka, le roi du Bouganda. Là, l'idée c'était de dire non, nous, on est des gens bien, on veut travailler,
salariés, on n'est pas des fainéants, on veut aller travailler et on est même prêt à aller à pied au travail et de marcher pendant des kilomètres pour aller travailler. Une forte demande d'honorabilité. Alors, du coup, moi, ce qui m'intéressait par rapport à ça, il y avait deux choses. La première, c'était que lors de ces moments de protestation, il y avait des événements de violence de la part de tout un ensemble d'acteurs qui prenaient la rue au moment de l'organisation de la campagne Walk to Work. Alors, en partie en réaction à la répression, et on pourra revenir à l'influence de la répression sur le passage à la violence, mais pas seulement. Hein. Et ce qui m'intéressait, c'était aussi de voir ces modes d'action violentes qu'on voyait émerger, y compris dans le cadre de mobilisation lancée par un mouvement officiellement pacifiste, de ne pas seulement justement les considérer juste comme des débordements ou des formes d'irrationalité ou de comportement pulsionnel de la part d'une base complètement ingérable, mais d'essayer de voir ce qu'il pouvait refléter en termes de sens et de valeurs politiques. Donc déjà, je trouvais que c'était intéressant d'un point de vue d'agenda de recherche, mais je pense que pour les questions, disons, plus politiques qui nous intéressent aussi dans la journée d'aujourd'hui, je pense que c'est important de se demander, d'essayer de comprendre pourquoi ces formes d'action violente, ces modes d'action violente font sens pour les gens, et font sens pour une éventuelle base des mouvements qui nous intéressent, et comment, dans leur esprit, ces modes d'action qui peuvent nous paraître répugnants, hein, parce que dans le cas de l'Ouganda, on parle aussi d'attaques contre des personnes, hein, ce qui est un peu différent, je pense, de la situation burkinabé, comment ça peut faire sens pour les gens et comment une certaine violence peut devenir légitime pour les gens. Et du coup, ce qui pose des questions pour les activistes de Walk to Work qui me paraissent très intéressantes, qui sont de dire, comment est-ce qu'on contrôle cette violence, comment on civilise la culture protestataire de la rue, puisqu'il y avait vraiment ouvertement un objectif qui était celui-là, ou comment, puisqu'ils n'étaient pas d'accord entre eux, hein, ou comment on utilise cette puissance de frappe, hein, avec des débats, alors qui se n'étaient pas ouvertement, mais entre eux, de savoir, est-ce que stratégiquement, c'est pas intéressant d'avoir une base qui fait peur, qui frappe, et qui n'a pas peur de faire peur et qui revendique de faire peur, hein, y compris à travers des attaques contre les personnes. Et comment, alors sans forcément légitimer la violence, comment est-ce qu'on surfe un peu sur cette énergie protestataire? Parce que les gens de Walk to Work, des fois, ils regardaient avec une pointe d'envie les émeutes de 2009 en se disant l'arrestation du Premier ministre du Kabaka, ça a mis les gens dans la rue. Hein. Et alors comment nous, on met les gens dans la rue de cette manière et qu'est-ce qu'on peut inventer pour essayer de les motiver comme ça à prendre la rue? Alors, juste, j'ai pas beaucoup de temps, mais juste, donc ça c'est la question plus politique. Moi, c'est juste ce que je voulais dire, c'est que, y compris pour les violences qui nous paraissent, donc à juste titre, hein, les plus insupportables, qui sont les attaques contre les personnes, parce que je vais laisser à Vincent l'opportunité de commenter plus sur les attaques, peut-être sur les biens matériels, sur le type de denrées qui étaient pillées, sur ce que ça reflétait comme valeur sociale, comme sens politique, le fait que les émeutiers qui s'attaquent et on pourrait revenir sur le label émeute d'ailleurs, qui s'attaquent à un entrepôt ou un poste de police, ils ne le faisaient pas par hasard, hein, qu'il y avait tout un ensemble de débats, de délibérations en amont de cela. C'était aussi le cas pour les attaques contre les personnes, hein, qui étaient en fait assez différentes les unes des autres, et ce qui m'a intéressé dans ma recherche, c'était aussi de faire des distinctions entre tel type d'attaque et tel type d'attaque. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais si vous voulez, je pourrais revenir là-dessus. Ouais, juste, ce que je voulais dire, c'était sur le fait que ces comportements qui peuvent nous apparaître comme étant très pulsionnels, très irrationnels, alors sans complètement les réduire à une espèce d'approche complètement stratégiste de la mise en scène de la folie qui vise à faire peur, puisqu'il y avait vraiment cette dimension-là, je pense que, ceci étant dit, on peut réintégrer une analyse de la rationalité de la mise en scène de l'irrationalité. Excusez-moi, c'est un peu jargonneux, mais quand je faisais des entretiens avec des gens qui ont participé à ces moments de protestation violente, ce qui était intéressant, c'est que eux, le type de comportement qu'ils cherchaient à mettre en scène, notamment devant les médias, et on pourra aussi réfléchir à ce que les médias peuvent avoir comme influence sur les comportements protestataires, c'était ce côté effrayant. C'était ce côté, on prend le pouvoir dans la rue et on revendique une souveraineté au moins temporaire sur l'espace urbain, et on met en scène le fait qu'on est effrayant et qu'on agit selon
qu'on n'agit plus du tout selon aucune règle morale qui sont d'habitude établies, parce qu'une attaque contre le Kabaka, c'est une attaque contre ce qui représente l'espèce de clé de voûte de notre ordre social et moral, et à partir du moment où il disparaît, on devient complètement fou, et on est prêt à tout. Et juste, ça, ce qui est intéressant à analyser, c'est l'historicité de cela, parce que ce type de discours protestataire militant dans les entretiens, ça faisait référence, et j'y ai pensé quand Mamadou Diouf faisait sa leçon, à des formes de mise en scène de la folie lors d'événements protestataires qui étaient très présentes dans les années 40 en Ouganda, où le mouvement des Bataka, le mouvement des petits-enfants, donc on voit l'aspect de lutte générationnelle, justement revendiquait ces modes d'action vulgaires, ces modes d'action violents, contre des modes d'accommodation entre les élites du Bouganda et les élites et le pouvoir colonial britannique, qui reposaient sur le respect de l'étiquette, de la politesse, etc. Donc des historiens ont retrouvé tout un ensemble de tracts et de littérature du mouvement des Bataka dans les années 1940, et je finirai là-dessus, qui célébraient justement les modes d'action violents, avec notamment un tract qui était intitulé « Let us riot with pleasure ». Et il continue comme ça: ne boutonnez pas vos vestes, marchez avec allure en prenant des airs, conduisez sans vous soucier de rien, l'Ouganda est votre pays. Et c'est pour ça qu'on a le droit de se comporter n'importe comment, parce que c'est notre pays. Et donc je finirai juste là-dessus. Merci Florence, ça fait aussi écho à ce que disait Foubalade ce matin.